Bonjour et bienvenue au webinaire francophone du WDI, Women's Déclaration internationale. Le VDI, c'est l'organisation à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, dont vous trouverez le lien dans le chat et nous vous invitons à signer cette déclaration. Le VDI affirme que les droits des femmes doivent être basés sur le sexe, puisque c'est sur la base du sexe que les femmes sont discriminées. Alors que la notion de sexe est remise constamment actuellement en question, que certains affirment que la catégorie de sexe ne serait pas pertinente, ils ne peuvent nier que seules les femmes sont en capacité de porter des grossesses et de mettre au monde des enfants. Et ce sont bien les femmes qui sont exploitées au travers de la GPA. L'article 3 de notre déclaration réaffirme les droits des femmes et des filles à l'intégrité physique et procréative et demande aux États de reconnaître que les pratiques préjudiciables telles que les grossesses forcées et la GPA sont des violations de l'intégrité procréative et physique des femmes et des filles et doivent être éliminées en tant que forme de discrimination sexuelle. Alors que l'appropriation par les hommes des capacités procréatives des femmes a longtemps été circonscrite aux couples par différentes techniques menant à l'appropriation de la personne entière des femmes et leur exploitation, la GPA permet une nouvelle forme d'appropriation des capacités reproductives des femmes qui ne passe plus par l'appropriation d'une épouse, mais par le marché et par d'autres techniques sociales permettant de les soumettre afin d'en obtenir une descendance. Si les techniques sociales et matérielles ont changé, il s'agit toujours du même rapport social, l'appropriation du corps des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des lois d'encadrement de la grossesse pour autrui. Nous recevons Clémence Trilling, Marie-Joseph de Villers et Taïna Bien-Aimée. Et je vais commencer par donner la parole à Marie-Joseph de Villers, qui est militante lesbienne et féministe. Elle est aujourd'hui coprésidente de la CIAMS, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, et elle est investie dans le groupe WDI en France. Marie-Joseph, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ce très difficile sujet. Je vais partager mon écran et on va commencer à évoquer cette GPA. Voilà. Je vais vous parler très rapidement. Mon propos, c'est uniquement de vous faire une espèce de diaporama, de visite guidée de ce qui se passe globalement au niveau de la GPA dans le monde. Commençons déjà, j'ai été présentée très rapidement, notre organisation se consacre vraiment à l'abolition de la maternité de substitution. Nous avons 40 membres aujourd'hui, 40 organisations membres dans 14 pays. Et nous sommes soutenus par 500 organisations en gros qui œuvrent, elles, dans 65 pays. Alors, si on regarde ce qui se passe en Europe, vous voyez en rouge les pays soit qui interdisent la GPA, soit qui ne la rendent pas possible par tout un tas de dispositifs législatifs. Voilà, en rouge. En jaune, vous avez les pays qui la réglementent. Et en vert, vous avez tous les pays de l'ex-URSS qui sont sur une ligne commerciale de la GPA, dont un pays que nous connaissons tous et toutes très bien, qui est l'Ukraine. En gris, ce sont des pays où ça n'est pas très clair, mais c'est en train de se clarifier pour certains pays et nous reviendrons là-dessus. Regardons maintenant ce qui se passe en Asie, parce que ce qui s'est passé en Asie est extrêmement intéressant. Tout le monde sait qu'à partir des années 2005-2006, l'Inde était vraiment le supermarché de la GPA pour le monde entier. Et puis, suite à différents scandales et sous la pression médiatique internationale, en fait, l'Inde a commencé à restreindre son accès à la GPA aux étrangers, d'abord aux couples homosexuels et aux célibataires. Ensuite, elle a progressivement restreint, mais c'est un long processus, pour arriver à 2015, disons, une version extrêmement restrictive de la GPA sur le territoire indien qui ne l'autorisait plus aux étrangers. Eh bien, le business, le commerce mondial s'est reporté sur les autres pays, sur la Thaïlande, bien sûr, sur le Népal, sur le Cambodge, un petit peu comme un effet domino.
et même d'ailleurs sur des pays, même des agences indiennes et des agences géorgiennes ont trouvé une nouvelle destination et ont créé des filiales au Kenya. Parce que maintenant, avec le processus utilisé qui est la FIV, la fécondation in vitro, on peut tout à fait produire des bébés blancs avec des mères porteuses noires. Voilà un peu la vision qu'on a de l'Asie jusqu'en 2016. Et coup de théâtre, en 2022, eh bien, la Thaïlande revient sur son processus législatif pour tenter de réouvrir la GPA transfrontière pour un seul motif, un motif très très simple, c'est que la GPA commerciale est une source de devises. Voilà. Alors, globalement, comment expliquer un petit peu les attitudes les différences politiques entre les différents pays? En Europe, je vous explique les choses, enfin, je présente les choses de façon assez simple, simpliste peut-être, mais en tout cas, en Europe, la valeur fondamentale pour l'Europe, c'est d'ailleurs celle qui est au cœur du traité européen, c'est la dignité humaine. Pourquoi? Parce que nous avons connu les horreurs du nazisme pendant la dernière guerre mondiale. Et la dignité humaine est quelque chose de très, très sensible en Europe. Et c'est un peu en raison de cette valeur que la GPA s'est trouvée interdite dans ces pays à partir des années 80. Voyons maintenant ce qui se passe dans les pays qui sont réglementaristes. Ce sont les pays d'obédience dans l'ex-empire britannique qui, là, considèrent un peu la GPA comme un fait accompli. S'il y a fait accompli, eh bien, il reste à le réglementer pour en limiter les excès. Donc, sous l'effet du pragmatisme, on réglemente. C'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas d'autres. L'Inde a pris un petit peu une voie particulière, mais c'est un petit peu la démarche des pays de l'ancien empire britannique. Quant aux États-Unis, eh bien, la valeur centrale, c'est bien sûr la liberté individuelle, et la liberté individuelle nous conduit naturellement au libre-échange. Aujourd'hui, ce portrait que je vous ai dressé est un portrait qui, il y a 3 ans, était encore assez valable et sur des situations qui étaient stables, qui n'évoluaient pas trop vite. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On est face à de nouveaux dangers. D'abord, le premier, c'est que les réglementations tombent quand un pays est réglementariste, a promulgué des lois qui restreignent l'accès à la GPA, eh bien, ces lois tombent, ces textes sont progressivement édulcorés. Ce qu'on sait, c'est que quand la loi se substitue au contrat pour régler, voire organiser la relation entre les différentes parties, elle n'en évite pas pour autant les effets qui sont exploitation, marchandisation, réification. Les modifications législatives introduites dans les textes, sous la pression du marché, ont toujours pour effet de les faire évoluer vers une pratique commerciale, en levant les éléments de protection considérés comme favorables aux mères porteuses. Ce fut le cas en Grèce, ce fut le cas dans l'État de New York, mais ça, Taina nous en parlera. Ce fut le cas aussi des Pays-Bas. Voilà. Et qu'il y ait de toute façon réglementation ou interdiction, la GPA transfrontière est toujours là pour contourner les dispositions législatives des États. Les États se trouvent dans la position de protéger leurs citoyennes pour qu'elles ne soient pas exploitées comme mères porteuses, mais ils donnent en même temps un blanc-seing à leurs citoyens pour aller exploiter les femmes dans d'autres pays. Alors, en Europe, ce merveilleux principe de dignité humaine passe un petit peu à la trappe. L'Irlande, prochainement, va ouvrir à la GPA transfrontière et à la GPA domestique. Sa seule motivation, la motivation qui a été affichée par la commission chargée de réfléchir à cette évolution législative, c'est de créer une loi qui fera passer l'Irlande pour un pays progressiste aux yeux du monde. Et la question de la GPA, de la dignité, est, ces 3 dernières années, rarement mise en avant, que ce soit dans les médias ou dans les discours politiques.
ce qui prime, c'est surtout la compassion à l'égard des clients potentiels. Il y a 3 jours, j'assistais à une conférence organisée par une revue qui présentait un très vaste reportage sur les mères porteuses en Ukraine. La journaliste qui présentait ce reportage n'affichait absolument pas sa position et rendait compte de façon assez détaillée de la situation de ces femmes issues majoritairement de milieux ruraux, le plus souvent d'ailleurs des réfugiés du Donbass, qui sont recrutées comme mères porteuses, qui, lors de leur 5e mois de grossesse, sont hébergées à 35 dans des appartements, mis en place dans des cliniques dont elles ne sortent pas, mis en place par les cliniques. Ces situations, même décrites de façon dramatique, n'ont suscité absolument aucun intérêt, aucune compassion de la part du public ou des autres intervenants. C'était comme si, un petit peu, comme ces femmes sont payées, eh bien, voilà, elles sont payées, donc n'en parlons plus. Plaignons plutôt ces pauvres clients qui ont souffert de la guerre. Alors, vous aurez noté que je parle de clients. Je ne parle pas de parents d'intention, puisque parents d'intention, c'est vraiment une notion développée par le marché. Enfin, 3e point, c'est que le marché ouvre aujourd'hui de nouvelles destinations. Vous savez très bien que l'Inde a servi pendant de très, très longues années, plus de 15 ans, de destination low cost pour le monde entier. Cette destination a été remplacée par l'Ukraine, qui aujourd'hui est remplacée par l'Amérique du Sud, où le Mexique, l'Équateur, l'Argentine, Cuba et d'autres pays sont en train d'ouvrir à la GPA. Les clients français sont très, très fiers aujourd'hui de dire qu'ils vont en Colombie. Un autre danger extrêmement grave, c'est l'attitude des institutions internationales. Et parmi celles-là, moi, je cite ces deux initiatives qui cherchent à faire accepter mondialement le recours à la GPA. On a d'abord le protocole de la conférence de La Haye, de droit international privé, qui travaille, cette organisation internationale qui compte 95 États membres, beaucoup plus que l'Europe, en l'occurrence. Eh bien, cette conférence travaille depuis plus de 10 ans sur un protocole sur la filiation dans le contexte de la GPA et à analyser en permanence les travaux de cette institution. On voit bien que leur propos, c'est de rendre socialement acceptable cette GPA sur l'ensemble du monde. Il y a aussi une autre tentative, là, les principes de Vérone. C'est un groupe de juristes qui se sont réunis et qui, comme pour le cas des principes de Yogyakarta, ont émis un certain nombre de recommandations, comme un peu un guide à l'usage des pays pour faciliter l'ouverture à la GPA. Bien, je vous présente maintenant une façon d'aborder la GPA que j'ai récemment trouvée chez une chercheuse, Maria José Benetti d'Argentine. C'est le mécanisme de débiologisation de la maternité. Et on trouvera beaucoup de similitudes avec notre sujet que nous abordons d'habitude dans ces webinaires, qui est la transidéologie. On part de la question des mères porteuses. Progressivement, pour faire disparaître la maternité, eh bien, on va les appeler progressivement femmes porteuses, puis personnes porteuses, et puis on va parler ensuite d'utérus vérifié. Je ne citerai pas tous les termes totalement désincarnés, déshumanisants qui sont utilisés pour les qualifier. De l'autre côté, on a des parents d'intention. Les parents d'intention, on ne peut être parent qu'à la naissance d'un enfant. Or, les clients sont qualifiés par le marché de parents d'intention. On met en avant leur souffrance, on met en avant leur désir d'enfant et bien sûr, leurs moyens financiers leur permettent en fait de demander une exception aux droits humains en leur faveur. Cette exception, c'est le droit d'exploiter des femmes, c'est-à-dire le droit que soit exercée une violence à l'égard de ces femmes. Alors, on parle d'exploitation. Pour nous, il y a exploitation dès lors qu'une femme est enceinte, accouche d'un enfant qu'elle va remettre à autrui, c'est-à-dire que sa grossesse n'est pas réalisée pour son propre projet parental,
mais pour celui d'autrui. Pour nous, dès lors, il y a exploitation. Alors, puisque nous avons parlé de violence, nous sommes en train de réfléchir à une autre façon de concevoir la notion de violence contre les femmes, une espèce de typologie qui repose sur 3 piliers. Pour nous, le premier pilier, c'est bien sûr le sexisme et la misogynie. On retrouve harcèlement, violence, viol, mutilation génitale. Le deuxième, c'est les violences contre les femmes en raison de leur exploitation sexuelle, prostitution, pornographie, proxénétisme, mariage forcé. Enfin, le troisième pilier, ce sont les violences contre les femmes en raison de leur exploitation reproductive. On trouve la gestation pour autrui, la commercialisation des ovocytes, les grossesses forcées, mais aussi les stérilisations forcées, les avortements forcés, tout autant que les avortements interdits, c'est-à-dire le non-accès à la contraception et à l'avortement. Voilà, c'est à nous toutes d'agir maintenant pour que la dignité humaine, dans cette balance, pèse et remporte un petit peu les enjeux contre ce néolibéralisme qui repose sur le libre-échange et la réglementation. Et c'est à nous toutes d'agir en ce sens. Je sais bien que faire le tour de ce qui se passe dans le monde dans la GPA peut être un peu décourageant, mais ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre d'organisations féministes s'unissent pour combattre dans tous les pays cette nouvelle tendance. Et nous allons rencontrer d'ailleurs Taïna et Clémence Trébin qui en parleront tout à l'heure. Je finirai juste sur cette diapositive parce qu'il faut aussi parler des enfants avec cette très très belle poster qui avait été réalisée par nos amies sud-américaines dans une campagne qu'on avait réalisée contre la conférence de La Haye. C'est qu'on ne vend pas les enfants, mais on les protège. Merci pour votre attention. Merci Marie-Joseph. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans questions-réponses au niveau de l'application Zoom. Et maintenant, je vais donner la parole à Taïna Bien-Aimée, qui est directrice exécutive de la coalition Against Trafficking in Women. Voilà. Taïna, je te laisse la parole. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Surtout merci à Clémence et à Ghislaine de m'avoir invitée à cet important webinaire et merci à Marie-Joseph pour sa très importante contribution. J'apprends toujours beaucoup de choses. La coalition contre la traite des femmes, je suis basée à New York. Nous nous penchons surtout sur la traite, la prostitution et la pornographie. C'est seulement récemment que je me penche sur la GPA, parce que bon, c'est arrivé à notre porte très soudainement et très violemment. Et donc, je suis plus ou moins une néophyte sur la question, mais bon, comme Marie-Joseph l'a bien expliqué, c'est vraiment une continuation des violations des droits des femmes à tous les niveaux, y compris l'exploitation sexuelle. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous expliquer comment la GPA a été légalisée dans l'État de New York, donc voisin du Canada. Les États-Unis est un pays fédéraliste, donc c'est chaque État qui réglemente ou pas la GPA. Et la Californie, par exemple, a aussi légalisé la GPA il y a quelques années et nous commençons à avoir des résultats catastrophiques de cet État. Donc, avant l'adoption de la dite loi de New York intitulée l'Acte de sécurité des enfants et des parents, New York interdisait la maternité de substitution à des fins commerciales parce que, je cite, elle transformait en marchandises les femmes et les enfants qu'elle portait et qu'elle était considérée comme nuisible à la santé et à la dignité et à la vie des femmes et des enfants. Un projet de loi visant à légaliser la gestation pour autrui a ensuite été proposé pour des raisons que je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Donc, nous avons réagi très rapidement à New York. Nous avons envoyé une lettre au gouverneur de New York en juin 2019
signé par plus de 100 femmes leaders, comme on dit, de New York, l'exhortant à ne pas légaliser la GPA. Et donc, cette année-là, il y a eu une campagne assez intensive et donc nous étions heureuses de déclarer que le projet de loi n'avait pas été adopté en 2019. En janvier 2020, le projet de loi de nouveau a été présenté. De nouveau, nous avons envoyé une lettre, y compris signée par le National Organization for Women, qui est l'organisation nationale pour les femmes. Et nous avons de nouveau eu une campagne assez agressive contre ce projet de loi. Et les survivantes et de la GPA et des femmes, des donneuses de vulve, ont été prêtes à témoigner à nouveau devant le corps législatif de New York. Et alors, COVID-19 a éclaté, paralysant le monde. New York est devenu l'un des épicentres mondiaux de la pandémie, enregistrant des milliers de décès chaque jour. Et les municipalités de New York avaient désespérément besoin d'aide économique. Et c'est ainsi que le 2 avril 2020, au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, dans un budget de 400 pages, le gouverneur de New York a légalisé la GPA sans aucune enquête publique ni audition législative. Et la loi est entrée en vigueur le 15 février 2021. La loi de New York ne prévoit pas de registre de santé, entre autres. C'est vraiment une loi assez catastrophique. Mais il n'y a pas de registre de santé qui permettant de suivre ces femmes pendant ou après leur grossesse. Donc, ni sa santé physique ou mentale, ni sa vie n'ont aucune importance pour l'État. Elle n'a même pas d'identité puisqu'elle est qualifiée de porteuse de gestation dans le. Donc, on espère que cela ne va pas se produire au Canada. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les conséquences médicales de la GPA. Il y a des experts qui sont bien plus informés que moi sur la question, mais j'aimerais quand même évoquer la notion de consentement contractuel, car toutes les survivantes de la GPA qui ont partagé leurs épreuves nous disent que les contrats qu'elles ont signés n'ont rien fait pour prévenir leur maladie chronique liée à la GPA et l'angoisse mentale qui en découle. Et cela montre aussi que nos sociétés acceptent, grâce au patriarcat, ou excusent les abus et les violations des droits des femmes lorsque le concept de consentement apparaît, en particulier si ce consentement est assorti d'un échange d'argent. Nous le voyons dans le commerce du sexe, y compris la prostitution et la pornographie, et nous le voyons bien sûr avec la GPA. Il faut aussi qu'on examine brièvement les schémas financiers et socioculturels du soi-disant consentement, ainsi que les inégalités économiques. 3 points qui ressortent systématiquement lorsque je parle à des femmes qui ont survécu à la GPA. Premièrement, elles ont désespérément besoin d'argent pour nourrir leurs enfants, pour payer les factures, pour survivre. Deuxièmement, elles sont prêtes à offrir, je cite, le don de la vie aux personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants biologiques. Et quel meilleur moyen, suppose-t-elle, que de recevoir de l'argent dont elles ont tant besoin pendant une grossesse. Donc là, on voit les stéréotypes patriarcaux. Et troisième point, les femmes avec qui nous avons travaillé sont engagées à faire en sorte qu'aucune autre femme n'endure l'épreuve qu'elle regrette. Donc, ce sera très, très important d'engager les survivantes dans nos combats. Alors, retournons un peu à la situation économique. Les clients ou les parties contractantes ont besoin d'un surplus de revenus disponibles d'au moins 100 000 $ américains pour acheter et une pourvoyeuse d'ovocytes et une mère porteuse. Les pourvoyeuses d'ovocytes sont payées à partir de 30 000 $. Il s'agit généralement d'une étudiante universitaire qui a désespérément besoin de soutien financier. Un exemple de forte dose d'hormones lui sont injectées pour produire des ovules dans une proportion qui peut générer 4 ans d'ovules en 1 mois. Donc, ces femmes peuvent souffrir de douleurs extrêmes et contracter des maladies
maladies telles que le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, qui peut entraîner des problèmes vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques. D'autres risques à long terme pour la santé des pourvoyeuses d'ovocytes, notamment des cancers et même la mort. Et il n'y a encore pas de été faites là-dessus qui sont très approfondies ou même existantes. Quant aux mères porteuses, les honoraires moyens qui leur sont versés s'élèvent également aux États-Unis à environ 30 000 $ américains, moyenne. Donc, Tony Barr, une femme dont je parlerai tout de suite, avait reçu 13 000 $ américains pour 10 mois de grossesse. En contraste, frappant avec ces honoraires achetant le consentement, on estime que d'ici l'an 2025, le marché de la GPA enregistrera des revenus de 27,5 milliards de $ américains. Donc, ce recrutement et cette marchandisation du corps des femmes et de leurs organes reproducteurs établissent donc une dynamique de pouvoir, d'inégalité et disproportionnée et constituent vraiment une image très claire de l'exploitation économique, de l'abus de pouvoir et de l'abus de vulnérabilité. Les sites web vendant la GPA présentent des images d'eau de rose qui, bien sûr, cachent les sombres réalités de la GPA, dont Marie-Joseph en a parlé, pour en tirer des millions et des millions de dollars, d'euros, etc., de profits financiers. Donc, nous savons, personne n'a un droit fondamental à une famille génétiquement apparentée, surtout pas au risque de violer la santé des femmes, ses droits humains et son intégrité corporelle. Donc, que nous apprennent les mères porteuses? Tout d'abord, il y a des femmes dont nous n'entendrons plus jamais parler et je vous en donne 3 cas. Vous pouvez trouver d'autres histoires sur les mères porteuses et les pourvoyeuses de sites sur un site qui s'appelle Legalized Surrogacy, Why Not? C'est en anglais, mais je pense que facilement traduisible en ligne. Donc, en 2015, Brooke Lee Brown meurt d'un décollement de placenta dans l'État de l'Idaho. Les jumeaux qu'elle portait meurent également. Brooke laisse derrière elle 3 jeunes fils. La seule raison pour laquelle le public apprend son décès est un crowdfunding organisé en ligne pour payer les frais d'enterrement. En 2017, Crystal Wilhite meurt de complications liées à un accouchement prématuré, notamment d'une embolie. Elle laisse derrière elle 2 jeunes enfants. En raison d'un accord de non-divulgation qu'elle a dû signer, il n'y a aucune reconnaissance publiée de son décès ou que Crystal ait été mère porteuse ou qu'elle soit décédée à la suite de complications liées à sa grossesse par GPA. La seule raison pour laquelle, de nouveau, que le public apprend son décès est de nouveau le crowdfunding organisé en ligne pour payer ses frais d'enterrement. Et troisièmement, en 2020, Michelle Reeves meurt d'un décollement du placenta en Californie. Michelle aussi laisse 2 jeunes enfants derrière elle. La seule raison, de nouveau, pour laquelle le public apprend sa mort est que son mari lance un crowdfunding en ligne pour payer ses frais d'obsèques. Donc, et de 3 mères porteuses qui ont survécu et à qui nous sommes redevables de leur courage, Melissa Cook, qui avait déclaré, je cite, « J'allais gagner environ 22 000 $ en tant que mère porteuse et je ne gagnais qu'environ 20 000 $ par an, donc cela allait plus que doubler mon salaire. » 3 embryons ont été implantés dans son utérus dans le cadre d'un contrat avec un homme célibataire. Il lui a demandé d'avorter d'au moins un fœtus, ce qu'elle a refusé et a donné naissance à des triplés. Elle a subi des contraintes financières et psychologiques, des maladies liées à la grossesse, une dépression postpartum et des problèmes de santé à long terme après cette grossesse. Et elle était venue avec nous pour rencontrer des législateurs, des parlementaires à New York pour s'opposer au projet de loi. Et il est clair qu'ils n'ont pas été émus par son histoire. Jessica Allen, histoire intéressante, c'est un couple chinois qui est entré en contrat de GPA avec Jessica en Californie parce que la maternité de substitution est illégale en Chine. Elle donne naissance à des jumeaux
ses honoraires ont passé de 27 000 à 32 000 $ parce qu'elle portait des jumeaux. Bien que le contrat stipulait que Jessica pouvait voir les enfants avant qu'ils ne soient enlevés, les clients refusent. Et quelques semaines plus tard, les contractants ont envoyé une photo des jumeaux en demandant pourquoi l'un était clairement d'origine asiatique et l'autre d'origine africaine. Donc, le mari de Jessica est d'origine africaine. Et les médecins ont constaté qu'il s'était probablement passé un phénomène rare qui s'appelle la superfétation. C'est lorsqu'un ovule a été fécondé que l'implantation a eu lieu alors que la femme était déjà enceinte. Il a fallu 2 mois et des frais de justice très élevés pour que Jessica récupère son fils. Et Jessica et son mari ont poursuivi l'agence de reproduction technologique pour enlèvement d'enfants, abus, coups et blessures et extorsion. Et finalement, Toni Bauer, qui est une femme afro-américaine de l'État de l'Iowa, qui a passé un contrat avec un couple blanc pour 13 000 $ en 2016. Pendant la grossesse, les contractants sont rapidement devenus hostiles parce que Toni portait des jumelles, ce que les contractants ne voulaient pas. Ils se sont montrés très coercitifs et ont fait des commentaires excessivement racistes à Toni, qui a alors décidé de garder les enfants. Elle ne voulait pas donner ses enfants à un couple raciste. Et elle a accouché prématurément et l'une des jumelles est décédée une semaine plus tard. Elle n'a pas annoncé la naissance des filles aux clients. Et donc, les forces de l'ordre se sont rendues à l'hôpital pour retirer le bébé qui a survécu. Elle n'a jamais été rémunérée par les contractants, par les clients. Elle a subi des pressions financières et psychologiques, des maladies liées à la grossesse, une dépression postpartum et des problèmes de santé à long terme aussi. Et elle aussi, elle est venue rencontrer des parlementaires à l'État de New York pour s'opposer au projet de loi. Et elle dit que tous les jours, elle s'inquiète pour cette petite fille qu'elle a mise au monde. Donc, les vérités sur la GPA sont sordides, voire mortelles. Et il est très difficile pour et les mères porteuses, surtout les mères porteuses survivantes, d'en parler, de parler de leurs épreuves, parce que la majorité ont signé des accords de confidentialité. Et pour moi, en tant que femme afro-américaine, l'histoire de Toni résonne très fortement avec notre longue histoire de mise en chair des femmes qui ont offert une valeur aiguë aux institutions de l'esclavage et de la médecine et alimentant une extrême richesse aux États-Unis et la croissance économique du pays. Et il faut aussi également rappeler au Canada sa longue et sombre histoire d'exploitation et de génocide à l'encontre des peuples autochtones avec des violations aggravées à l'encontre des femmes et des filles qui se poursuivent aujourd'hui, notamment dans le cas des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Donc, c'est un sujet sur lequel le Canada devra se pencher. Donc, en 2021, nous avons écrit au rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants pour lui faire part de notre inquiétude quant au fait que la loi new-yorkaise porte atteinte aux droits des enfants et qu'en vertu du droit international, la GPA peut être assimilée à la vente des enfants. Elle porte atteinte aux droits de l'enfant, à son identité, aux droits de son identité, à la santé et à l'égalité. Si le Canada légalise la GPA, elle crachera sur le cadre des conventions internationales qu'elle a ratifiées, notamment la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ou CIDA ou CEDEF, la Convention relative aux droits de l'enfant et le protocole de Palerme, car les risques de la traite des femmes et des enfants qu'elle porte sont très, très élevés dans le contexte de la GPA. Et le Canada se moquerait également de nombreux pays européens, ainsi que certains pays en Asie, le Népal, le Cambodge, la Chine, et entre autres, comme Marie-Joseph l'a indiqué, qui ont interdit la GPA parce qu'elle transforme les femmes en instruments de reproduction et qu'elle entraîne la vente des enfants. Donc,
je suis prête à soutenir tous les efforts au Canada qui ne doit pas libérer une industrie prédatrice valant plusieurs milliards de dollars qui mettra en péril la santé et les risques d'exploitation reproductive et de mortalité maternelle. Donc, la mortalité maternelle est déjà très, très élevée aux États-Unis et ceci les aggraverait. Malgré nos efforts à New York pour empêcher la légalisation, nous avons été vaincus par un lobby multimillionnaire et une culture qui valorise l'exploitation reproductive et croit fondamentalement que les femmes peuvent être achetées et vendues pour le plaisir et le profit de tierces personnes et de l'État. Le Canada a promis de respecter les principes de la Déclaration universelle des droits humains. Le Canada doit reconnaître que la GPA est fondée sur les inégalités de sexe et sur des antécédents d'oppression, de violence et de discrimination à l'égard des femmes. En adoptant ce projet de loi, le pays ne doit pas laisser une autre industrie mondiale multimilliardaire mettre en péril, voire détruire la santé et la vie des femmes les plus vulnérables et les plus démunies. Merci. Merci, Taïna. Je vais maintenant donner la parole à Clémence Trilling, qui est membre de la CIAMS, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, et qui est aussi membre du WDI au Québec. Elle s'est penchée sur la réalité de l'évolution du droit concernant la maternité de substitution au Québec depuis 2020, lorsqu'il a été question de subventionner les procédures de GPA avec des fonds publics. Elle est mère de 3 enfants et considère la GPA comme une rupture commerciale et légale du lien mère-enfant au bénéfice d'une industrie. Une conversation à la fois, elle souhaite éduquer et expliquer ces faits afin de faire contrepoids aux narratifs qui induisent une dissonance cognitive autour de la GPA. Clémence, je te laisse la parole. Bonjour, merci Marie. Alors moi aussi, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai été invitée pour vous parler du projet de loi 12 qui est en ce moment dans le processus parlementaire au Québec. Et selon nous, c'est une modification du Code civil qui ouvrira la porte à l'industrie des mères porteuses au Québec. Voilà. Donc, je vais vous parler du contexte historique et du statut actuel de la GPA au Québec. Donc, en 1994, ici au Québec, il y a notre Assemblée nationale qui a voté l'article 541 du Code civil qui déclare que les contrats sont nuls et d'une nullité absolue et qu'ils sont contraires à l'ordre public. Donc, moi aussi, comme Taïna, je vais rappeler que le Canada, c'est un pays fédéral. Donc, il y a les provinces, le Québec, et puis le fédéral. Et donc, le fédéral a la compétence au niveau du criminel. Et puis, le Québec a la compétence au niveau de la reconnaissance des filiations. De plus, au niveau du droit, il y a un petit peu 2 approches. Donc, il y a l'approche du fédéral et du reste du Canada qui est sur le common law, donc un petit peu une approche plus pragmatique, comme disait Marie-Joseph tout à l'heure. Et puis, le Québec qui est sur le Code civil du Québec, donc plus une approche civile, du droit civil, qui a quand même aussi le respect de la dignité humaine. Donc, ces 2 valeurs s'opposent en ce moment. Et puis, en 1994, ça avait été voté justement pour éviter la marchandisation. En 2004, au niveau fédéral, eh bien, en fait, la maternité de substitution au niveau altruiste, enfin à titre gratuit, donc sans rémunération, disons, officielle, a été autorisée. Et puis, donc, ça a mené évidemment à l'article 541. Il a été fragilisé au fur et à mesure d'arrêts de tribunaux. Donc, en 2015, il y a eu un grand comité qui a été rassemblé pour reparler du droit de la famille et, entre autres, de la GPA.
Et comme mes collègues à PDF Québec l'ont bien souligné, en fait, dans ce comité-là, en 2015, et ben, en fait, il y avait une sorte d'attitude défaitiste vis-à-vis de la GPA en disant bah, ça existe et ça existera toujours, donc autant l'encadrer. Et puis aussi, ce comité, en 2015, ben, il introduit la notion d'infertilité sociale dans son rapport de recommandation. Et puis, il dit que l'assistance pour remédier à l'infertilité sociale, c'est une assistance qui est requise. Donc, ça introduit vraiment le besoin. Et puis, on regarde donc les clients. Moi aussi, je vais les appeler les clients dans cette présentation. À l'heure actuelle, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la GPA au Québec? Donc, en fait, les clients, ils obtiennent une reconnaissance judiciaire de la filiation parce qu'ils passent par l'article 555 du Code civil. C'est un article qui s'appelle l'adoption par consentement spécial. Donc, c'est une mesure d'exception qui est utilisée pour la GPA pour reconnaître la filiation à l'égard du conjoint du parent génétique. Donc, on modifie un peu l'objectif initial de cet article qui n'avait pas du tout été prévu pour la GPA. Et puis aussi, ce qu'on a constaté, c'est que l'article 111 du Code civil, en fait, là, il est vraiment contourné puisqu'il permet en fait aux clients de ne pas inscrire de mère du tout sur le constat de naissance vivante, sur la déclaration de naissance. Et puis, du coup, ça laisse donc la place libre pour le conjoint du parent génétique pour l'adoption. Donc, les clients français, c'est cette stratégie-là qu'ils utilisent. On n'a pas de chiffres à combien il y a de GPA au Québec, combien de clients québécois vont à l'extérieur du Québec chercher des enfants. On n'a pas de chiffres, mais les données très, très parcellaires qu'on a nous indiquent qu'il y en aurait quand même beaucoup moins que dans le reste du Canada. Donc, les objectifs visés du PL12. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait le lapsus? Je vais vous en parler. Eh bien, un des objectifs, c'est de protéger les mères porteuses et les enfants. On verra que c'est plus difficile que ça l'est. On peut l'annoncer comme objectif, mais concrètement, nous, on pense que la loi, évidemment, manque sa cible. Rattraper le retard sur le reste du Canada et garantir l'accès aux origines aux enfants issus de GPA. Donc, ici, le PL12 qui a été déposé en février 2023, c'est la deuxième mouture du PL2 qui a été, lui, déposé en 2021, à l'automne 2021. Déjà, en partant, les experts, il y en a beaucoup qui nous disent que c'est une tentative. Donc, il y a un petit côté expérimental, on va faire de notre mieux, ça ne va pas être parfait. Donc, ça, déjà, en partant, c'est assez critiquable. Quand même, les experts qui sont en général en faveur de l'encadrement nous disent que ça ne va être qu'une tentative. Donc, voilà. Le processus. Donc, voilà ce qui est proposé par le PL12. Donc, ça, c'est la voie administrative. Donc, ce serait sans avoir recours aux tribunaux pour les clients. Et ce que je vais vous décrire, c'est quand les deux parties sont domiciliées au Québec. Donc, il y aurait une rencontre d'information sur les questions éthiques. Déjà, dans cette rencontre d'information-là, il n'est pas prévu qu'on informe la mère porteuse des risques médicaux. Donc, déjà, il y a des problèmes au niveau du consentement là-dessus. Ensuite, les deux parties vont signer un contrat qui est renommé convention et qui est prévu chez le notaire. La grossesse se passe sous convention. Après la naissance, la mère porteuse pourrait, donc, il y aurait un délai de 7 jours qui a été mis, je pense, pour des raisons médicales, avant de pouvoir donner son consentement. Et une fois qu'elle a donné son consentement, l'enfant est remis au client et la filiation, elle est établie à l'égard des clients. Et donc, c'est le consentement à ce que la filiation avec la mère porteuse soit réputée ne jamais avoir existé. Donc, il y a aussi une fenêtre supérieure que je n'ai pas écrite là par manque de place, c'est 30 jours. Donc, elle a entre 7 et 30 jours
pour donner son consentement. De ce qu'on a vu, elle ne pourrait pas non plus le rétracter, même à l'intérieur des 30 jours. C'est juste que si les 30 jours sont dépassés, ben là, c'est comme si elle n'avait pas consenti. Alors, les sorties, donc j'ai appelé ça les sorties, là, je ne sais pas si c'est le terme légal, mais comment en fait donc ce processus quasi industriel, là, comment est-ce que on peut voir des sorties. Donc, la mère porteuse, elle met fin à la convention durant la grossesse, soit par un avortement ou unilatéralement. La mère porteuse ne donne pas son consentement après la naissance. Donc, dans ce cas-là, c'est la filiation par le sang. Et donc, le père client, lui, est reconnu comme père puisque c'est le père génétique. Si les clients disparaissent, la filiation est quand même établie à leur égard. Et si la mère porteuse disparaît, elle est réputée avoir consenti. Donc, ça, c'était la voie administrative. Donc, les parties peuvent saisir le tribunal si les conditions préalables n'ont pas été respectées. Et le tribunal, il vérifie si les conditions générales ont été respectées. Et puis, soit il établit la filiation en fonction du contrat, ou soit il déclare le contrat nul. Voilà. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler des contrats canadiens. Donc, on a pris connaissance au WDI d'une recherche qui a été faite à l'université McGill. Donc, c'est de l'information qui vient de seconde main. Donc, c'est une chercheuse qui a interrogé des avocats. Donc, c'est ce que lui ont dit les avocats. Donc, ce n'est pas nécessairement des jugements en tant que tel, là. Qu'est-ce que lui ont dit les avocats à propos des contrats? La première chose qu'ils leur ont dit, c'est que ces contrats, ils étaient assez secrets. Les avocats ne partageaient pas comme entre eux nécessairement les pro-forma parce qu'ils voulaient garder une certaine exclusivité à leur pratique. Et puis, donc, nous, on a analysé les différentes clauses. Qu'est-ce qui est demandé par les mères porteuses? Qu'est-ce qui est demandé par les clients? Et puis, comment ça se règle, en fait, finalement, entre les deux. Donc, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les mères porteuses, en fait, elles demandent du temps auprès de l'enfant. Par exemple, une période de transition pour peut-être pouvoir allaiter ou donner une tétée. Elles précisent la nature des contacts qu'elles aimeraient avoir après la naissance. Et puis aussi, il y a une certaine monétisation de la souffrance et de la violence obstétricale puisque les agences proposent aux clients d'offrir des montants plus importants lorsque les mères porteuses acceptent par exemple d'accoucher par césarienne ou si elles acceptent par exemple de porter des jumeaux ou si elles ont déjà eu une expérience de mère porteuse puisqu'évidemment là, il y a plus de garanties pour eux. Alors, les clients, vraiment, leur démarche, c'est une démarche d'assurance qualité. Donc, eux, ils vont demander plus des clauses au niveau du comportement. Donc, ils vont demander des restrictions sur la diète, des restrictions sur les déplacements, notamment les mères porteuses n'avaient pas le droit de se déplacer au Québec, en tout cas dans les contrats. Et puis, aussi, ils vont demander d'avoir accès directement au dossier médical. Ils vont demander des clauses de non-divulgation. Ils vont demander un certain nombre de transferts d'embryons. Donc, eux, leur démarche, c'est vraiment au niveau de la qualité. Et donc, ces avocats, certains, pas tous, rajoutaient dans leur contrat des clauses punitives, donc des conséquences si jamais la mère porteuse se dérogerait du contrat. Ce qu'ils nous disaient, ces avocats-là, c'était qu'ils n'étaient pas certains que les contrats soient exécutoires, c'est-à-dire qu'ils puissent être montrés devant des tribunaux, mais qu'ils en parlaient à la mère porteuse comme un peu comme une menace, donc a threat. Parce que la thèse était en anglais là, et donc le fait qu'ils disent il y aura peut-être des conséquences, ça permettait que la mère porteuse elle rentre dans le rang et elle s'en tienne à son contrat, surtout au niveau de ses comportements.
Et donc, nous, on s'inquiète beaucoup avec le 541.20 et 541.21, puisque le tribunal pourra être saisi et examinera les conditions générales de la convention. Donc, est-ce que ça rendrait toutes les clauses exécutoires? Voilà, ça, on s'en est inquiété. Les contrats ne préviennent pas les litiges. Donc, c'est ça qu'ils proclament. Ils disent c'est un outil de discussion pour éviter les litiges puis les conflits. Donc, je vais vous parler de plusieurs conflits, ce qui est ressorti un petit peu dans les auditions parlementaires. C'était que, en fait, il y a certains intervenants qui ont dit il n'y a jamais eu de contestation. Bon, ce n'est pas ce que dit la recherche et ce n'est pas déjà ce que dit le cas d'Isabelle, qui ça, c'est un cas qui a été en cours. Donc, la petite Isabelle, en fait, sa mère est en couple avec son père. Et puis, ils ont des amis, surtout la mère, là, elle a des amis, c'est un couple d'hommes. Et elle avait vaguement discuté du projet avec eux d'être leur mère porteuse éventuellement dans le futur. Et puis là, elle tombe accidentellement enceinte du père d'Isabelle, qui n'est pas le couple d'hommes, là, elle est en relation avec lui, la mère d'Isabelle. Et puis, donc elle tombe enceinte accidentellement, mais elle promet à ses amis, au couple d'hommes, de leur remettre l'enfant. Et c'est ce qu'elle fait dans un Tim Hortons. Donc, c'est comme c'est un café sur le bord de la route. Et peu après l'accouchement, elle remet sa fille à ce couple d'hommes. Donc, en fait, l'existence de la possibilité de la GPA, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser que ce cas-là, c'est en Ontario. Voilà, c'est quand même important, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Donc, le cas d'Isabelle se passe en Ontario. La mère remet sa fille au couple d'hommes qui l'élève. Et puis, finalement, la mère change d'avis et elle va en cours pour récupérer sa fille. Et puis, donc, l'existence de la possibilité de la GPA, ça a altéré le jugement de tous les intervenants, puisque la travailleuse sociale, par exemple, de l'hôpital n'a pas agi correctement. Elle n'a pas décelé que c'était en fait un cas de protection de la jeunesse et non un cas de GPA, puisque dans ce cas-là, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire aussi, il n'y a jamais eu de contrat. C'était juste un contrat verbal. Voilà. Et bien finalement, le juge de l'Ontario, il a donné raison au couple d'hommes et les hommes ont obtenu la garde et l'autorité parentale sur la petite Isabelle, puisqu'ils l'avaient avec eux depuis la naissance. Donc en fait, ce qui s'appelle dans le PL12 la possession constante d'État, donc le fait de jouer le rôle de parent auprès d'un enfant, ça a eu plus d'importance que la maternité dans ce cas-là. Donc, ce cas-là, nous, on le trouve très, très inquiétant. On a aussi entendu parler de beaucoup de litiges, donc par le biais des avocats qui en ont parlé à la chercheuse. Donc, des litiges qui sont sous scellés. Donc, c'est des cas qui sont comme secrets. On n'y a pas accès par les recherches juridiques. La garde a été octroyée aux parents d'intention alors que la mère porteuse avait souhaité garder les enfants. Il y avait une mère porteuse de la Colombie-Britannique qui a été déçue, en fait, elle, des contacts. Elle a fait une demande auprès des tribunaux, les contacts avec l'enfant. Elle a fait une demande auprès des tribunaux. Elle n'a pas obtenu la garde de l'enfant. Il y avait une autre mère porteuse qui était très malade, qui était alitée parce qu'elle avait des jumeaux. Et elle, en fait, elle a menacé de ne pas donner son consentement parce en fait, sa souffrance était plus que ce qu'elle avait prévu. Et en fait, de ce qu'on lit dans la thèse, il y a clairement eu des pressions pour s'assurer qu'elle donne bien son consentement. Donc ça a été fait avant la naissance. Il y a eu aussi un autre cas en Ontario d'une mère porteuse qui avait peur d'être exclue de la vie de l'enfant. Elle avait une dépression postpartum et la garde est accordée aux parents d'intention. Et puis, une autre avocate qui rapporte une mère porteuse qui n'a pas renoncé à ses droits parentaux parce que son enfant était malade.
et elle voulait pouvoir prendre des décisions pour lui. Il y a eu un recours légal et le litige a été réglé par médiation hors cours, donc on n'a pas de trace. Et puis, le litige a été réglé en faveur des clients. Donc, il y aurait quand même plus de cas de litiges et de mères porteuses qui changent d'avis que les adeptes de la GPA ne voudraient l'avouer. Pour nous, dans le PL12, c'est une incitation à la GPA, puisqu'on assimile la GPA à l'adoption dans l'octroi des congés parentaux. Donc, au Québec, pour vous rappeler, ils sont très généreux. Donc, les parents qui ont un enfant par GPA, ils sont assimilés en fait à des parents adoptants dans l'octroi des congés parentaux. Mais par contre, ils ne sont pas assimilés à des parents adoptants dans l'évaluation des compétences. Donc, il y a vraiment clairement une discrimination en faveur de la GPA et en défaveur de l'adoption. Donc, ça encouragerait à la GPA. Et puis, il y a 18 semaines de congés supplémentaires qui sont accordés à la mère porteuse. Donc, on en est très heureux. Mais en fait, comme on enlève ces 18 semaines-là à l'enfant, on les remet en rajoutant donc finalement au client pour faire l'équivalent finalement avec l'adoption. Mais pour la société, c'est beaucoup plus cher. Il y a des crédits d'impôt fédéral pour fécondation in vitro en cas de GPA. Donc, c'est très, très avantageux financièrement. Il y a des crédits d'impôt au provincial. Je n'ai pas réussi à déterminer s'ils pouvaient s'appliquer en cas de GPA. Donc, je vous ai mis le libellé en dessous dans le PowerPoint. Mais ce n'est pas clairement expliqué non plus que les crédits d'impôt s'appliquent pour soi-même. Donc, ce n'est pas clair. Je pense que ce sera à clarifier, mais de ce que j'ai lu, je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Le PL12 prévoit que des Québécois vont pouvoir avoir recours à la GPA hors du Québec dans des États désignés. Donc, avec ce que Taïna nous raconte aux États-Unis, on se pose la question si les États-Unis vont être dans cet État désigné parce que c'est très populaire comme destination pour les Québécois. Des conditions comparables au Québec. Est-ce que ça existe? On s'est rendu compte dans les consultations particulières que le Québec était un endroit où l'accouchement, la grossesse, ça se passait beaucoup mieux que dans le reste du monde. C'est presque impossible en fait d'avoir ces conditions comparables, ces congés maternité, c'est l'accès à l'avortement. Donc en fait, toute cette partie hors du Québec, elle est presque utopiste parce qu'on ne peut pas contrôler qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Et en plus, il y a la clause du 541.36 qui a été rajoutée. Donc, c'est le tribunal peut accorder l'affiliation même si les clients n'ont pas fait les démarches prévues par le projet de loi. Donc, c'est un peu une clause d'exception qui nous a beaucoup inquiétés. Donc là, je vais faire un bref rappel. On n'a plus trop de temps, mais je vais faire un bref rappel de ce que j'ai pu retenir des consultations particulières. Donc, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse est favorable à l'encadrement et il s'inquiète du recours à la GPA hors du Québec, il s'inquiète des écarts économiques, il demande au gouvernement d'en tenir compte, mais il ne précise pas bien comment. Donc, voilà, c'est assez étonnant alors que c'est eux qui avaient le mandat de défendre les droits des enfants. Le planning familial a été favorable à l'encadrement, mais ils ont quand même posé une très bonne question, c'est-à-dire qu'il n'y avait presque aucun pays qui garantissait autant l'accès à l'avortement que le Canada, puisque par exemple au Canada, il n'y a pas de semaine maximale dans la grossesse pour avoir recours à l'avortement. Et il y a très peu de pays, en fait, presque aucun, selon le planning familial, qui aurait ces dispositions. Le Conseil du statut de la femme, c'est très surprenant. Ils ont produit en février 2023 une étude assez exhaustive. En fait, non, pas assez exhaustive, mais une étude quand même assez fournie sur l'état de la situation au Québec, au Canada.
avec quand même pas mal d'informations, mais ils en ont fait une analyse et des conclusions qui sont questionnables selon nous, puisque leur conclusion, c'est qu'en général, ça se passe bien. Évidemment, ils ont pris en compte, par exemple, une recherche qui est citée 54 fois du docteur Librac. Et le docteur Librac, c'est aussi le propriétaire du Create Fertility Center en Ontario. Donc, son étude est citée 54 fois que, évidemment, ça se passe relativement bien, mais c'est sûr que on peut quand même se poser des questions sur le biais de ces études. Donc, je vous ai mis aussi un extrait d'un échange entre M. Morin. Donc, M. Morin, c'est le député libéral qui est à l'opposition, qui est de droite quand même, et qui interroge le Conseil du statut de la femme si le Conseil du statut de la femme n'aurait pas pensé, par exemple, à limiter le nombre de GPA par femme. On a entendu qu'au Royaume-Uni, il pouvait y en avoir qui avaient jusqu'à 13 GPA. Et donc, Madame Cordeau, qui est la présidente du Conseil du statut de la femme, ne s'est pas penchée sur la question. Monsieur Morin la relance et elle dit que finalement, on débute une réflexion. Le Conseil du statut de la femme s'est penché sur la GPA quand même depuis de nombreuses années, mais qu'il vise un encadrement malgré tous ces drapeaux rouges. Bon, je vais passer assez rapidement, mais il y a quand même la question qui a été soulevée par des avocats. Qui est la mère? Donc, les avocats réclament des droits pour la mère cliente dans l'éventualité où cette mère cliente est elle aussi la pourvoyeuse d'ovocytes, puisque selon les avocats, ils verraient une injustice dans le fait que le père client qui a fourni son sperme serait reconnu comme père et que la mère cliente qui a fourni ses ovocytes ne serait pas reconnue comme mère si la mère porteuse ne donne pas son consentement. Bon, j'espère que vous m'avez suivi, mais j'ai trouvé cette question vraiment fascinante parce que ça penchait plutôt du côté génétique en niant complètement la grossesse et l'accouchement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la situation où la mère prospective est aussi la pourvoyeuse d'ovocytes. Et bien, donc, ces mêmes avocates qui nous parlaient de ça, eh ben, elles nous disent qu'il faut s'inquiéter que la mère porteuse puisse décéder, comme les mères porteuses que nous a nommées Taïna, donc Brooke et puis Crystal, qui sont décédées en accouchant, mais le gouvernement et les intervenants le savent. Ils y ont pensé, on leur a dit. La mortalité maternelle, apparemment, elle augmenterait au Québec. Donc, c'est Marie-Christine Kirouac qui nous a dit ça. Et donc, le gouvernement est informé. Voilà, donc je vais conclure. Désolée, j'ai pris un peu plus de temps. C'est un vrai retour à la case départ, puisque, et donc moi je vais m'amuser, je vais faire les gestes du ministre pendant la consultation. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il a répondu à l'organisme PDF Québec qui a été invité en commission. Et puis, donc, il dit, si vous ne respectez pas mes verrous, eh ben, vous ne pourrez pas avoir l'enfant issu de votre projet parental. Et donc, nous, on pose la question au ministre, qu'est-ce qui va arriver à cet enfant-là, puisque en ce moment, les clients québécois ne respectent pas l'ordre public. Et puis, la plupart du temps, ils obtiennent la filiation. Donc, on se demande, il va mettre des balises, mais qu'est-ce qui va se passer après si les clients enfreignent les balises et ils vont les enfreindre, on ne sait juste pas quand. Et donc, Louise Langevin, professeure de droit qui n'était pas présente à cette commission-là, je ne sais pas pourquoi, eh bien, elle conseille au gouvernement de retourner à l'article 555, si vous vous rappelez au début, c'est l'adoption par consentement spécial. Donc, finalement, c'est presque un retour à la case départ. C'est juste qu'on élargit ce qui serait possible légalement, on l'élargit de beaucoup, mais il va quand même y avoir des gens qui vont dépasser ces balises. Et qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'elles vont être appliquées? Enfin, nous, on se pose vraiment la question. En résumé, le gouvernement, il a compris qu'il y avait une industrie. Donc ça, c'est vraiment l'intervention de PDF Québec qui a permis de prendre conscience de cette industrie. Il a compris qu'il y avait un recours transfrontière vers le Québec
Ils ont compris qu'il y avait des agences, qu'elles faisaient beaucoup de profits. Ils ont compris qu'il y avait des paiements qui avaient été constatés. Ils ont compris, on espère, qu'il y avait des grands risques médicaux pour la mère porteuse. Ils ont compris que c'était plus complexe que peut-être que ce qu'ils avaient prévu. Aussi, les adeptes de la GPA, ils en demandent beaucoup. Ils demandent par exemple que la mère porteuse n'ait plus le droit de changer d'avis. Jamais, en fait, qu'elle donne l'enfant sans condition après la naissance. Donc, on espère que le gouvernement entendra le message. Merci de votre attention. Merci Clémence. Écoute, il y a quelques questions, notamment une question sur. Alors, peut-être j'ai pas su. En fait, est-ce que dans la convention il y a quelque chose concernant les pourvoyeuses d'ovocytes? Moi, je ne l'ai pas vu. D'accord. Mais je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Je viens de voir que quelqu'un met une remarque très intéressante, c'est que dans les points un peu positifs, parce qu'il en faut, il y a aujourd'hui en Italie une initiative législative qui vient de différents courants, plutôt de courants de droite, qui vise en fait à condamner les clients qui iraient à l'étranger pour une GPA, sachant qu'en Italie, la GPA est interdite depuis une vingtaine d'années. Et donc, ce texte, qui est juste une adaptation du droit pénal, autorise en fait les juridictions à poursuivre les clients qui iraient à l'étranger pour une GPA. Voilà. On sait aussi que sur cette approche punitive, si on peut dire, mais qui recherche en fait les délits non seulement sur leur pays, mais où que ça se passe. On a aussi l'Espagne qui dispose d'un arsenal juridique qui permettrait de poursuivre les clients à l'étranger, mais aujourd'hui, cette disposition n'est pas utilisée. Elle a été, je crois, utilisée une seule fois à l'origine dans les années 80. Et puis, il y a aussi un État en Australie qui a exactement la même disposition, mais qui ne l'a jamais utilisée. Voilà. Merci. Écoutez, il n'y a pas de nouvelles questions. Enfin, je pense, à moins qu'il y en ait que je n'ai pas vu passer. Il y a une question, moi je posais la question qui était en partie, à laquelle on a en partie répondu, c'était dans ce projet de loi, a-t-on évoqué la question des enfants abandonnés par les clients? Parce que je citais ce cas qui m'a toujours tellement choquée, c'est qu'on a appris qu'en fait, en Ukraine, avant l'invasion russe, 50% des enfants qui entraient en orphelinat étaient des enfants qui étaient abandonnés de la GPA, soit parce qu'ils n'étaient pas conformes, soit tout simplement parce que les clients avaient abandonné leur projet de GPA. Donc, est-ce que ce cas, Clémence ou Ghislaine, est-ce que ce cas a été évoqué? Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que quand les clients disparaissent, quand ils sont dans l'impossibilité d'agir, la filiation est quand même, ou s'ils décèdent, la filiation est quand même établie à leur égard. Donc ça, c'est ce que dit le projet de loi actuel. Dans les consultations parlementaires, ça a été soulevé si la Convention ne devrait pas nommer un tuteur ou une tutrice dans l'éventualité où justement ces clients seraient dans l'impossibilité d'agir, donc on peut s'imaginer un accident, décédés ou s'ils disparaissent. Donc, il y a donc, des adeptes de la GPA, donc des chercheurs là-dessus, Isabelle Côté et Kevin Lavoie, c'est ça qu'ils proposaient. Ils proposaient d'avoir un tuteur ou une tutrice en supplément des clients. Et il y a eu aussi la discussion de la difficulté d'appliquer ça concrètement dans le cas du recours transnational, donc un étranger qui viendrait obtenir un enfant au Québec. Et ça, j'ai pas vu ça a été discuté, mais je n'ai pas vu de solution que le législateur a avancé autre que tuteur ou tutrice. Il y a aussi une remarque. Oui, il y a Athéna. Ouais. Voilà. Vas-y, Athéna qui a parlé
comment, bah oui, une très bonne suggestion qui est d'aider des Québécois qui désirent fonder une famille en allant chercher un enfant en Ukraine rejeté de la GPA. Ça pourrait être une idée. Nous aussi, j'ai vu en faisant nos recherches, là, ils sont en manque cruel de familles d'accueil pour les enfants donc, qui vivent la protection de la jeunesse. Là, je pense que c'est comme la DAS en France. Donc, ils font des grandes campagnes pour recruter des familles d'accueil. Et là, tout le monde est... Une famille d'accueil, ça peut être un retraité, ça peut être une personne seule, ça peut être un couple de même sexe. Donc, ça serait aussi une solution. On a aussi une remarque que je ne sais pas interpréter, qui est que Mona Greenbaum a dit à la commission que les mères porteuses devraient être exclusivement canadiennes, car sinon c'est un trou noir. Clémence, est-ce que tu peux... C'est quelque chose qui était mis dans le Q&A. Alors, je n'ai pas entendu ça dans la consultation particulière, mais en préparant le mémoire, j'avais lu les positions de la coalition famille LGBT et eux, en général, ils incitent pas leurs membres à aller à l'étranger. Ils faisaient déjà ça avant ce PL2. Ah, ok, merci Athéna. Oui, Athéna, elle nous dit que c'était enregistré. Donc, moi, en fait, ça va plus vite pour moi de lire les comptes rendus. Je lis assez vite, donc je lis au lieu d'écouter. Ça va plus vite. Voilà, je ne sais pas si l'une d'entre vous a quelque chose à rajouter. Déjà, c'était super riche, merci vraiment à vous trois. Et on va peut-être clôturer ce webinaire. Donc, je vous rappelle que vous pouvez signer la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Et le prochain webinaire aura lieu le 7 mai, donc toujours les premiers dimanches de chaque mois. Donc, je vous dis au mois prochain. Et merci. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci d'avoir été là, très nombreuses.